Bien à vous, bienvenue sur cette chaîne dénommée les perturbateurs endocriniens. Cette chaîne a été créée afin de renforcer davantage vos connaissances sur cette notion depuis les années 1990 qui attire l'attention. L'objectif de cette chaîne est de conscientiser, de sensibiliser les uns et les autres autour des effets de la dangerosité des perturbateurs endocriniens. Ces effets sont de véritables problèmes de santé publique et peuvent plutôt être irréversibles. Je réponds au nom de Zabado Jean-François Romo-Tienyan, doctorant à l'université Joseph Kizerbo au Burkina Faso, à l'école doctorale Sciences et Technologies, au département de Sciences de la Vie et de la Terre, avec une spécialité biologie moléculaire, physiologie animale. Je suis également membre du Centre intersectoriel d'analyse des perturbateurs endocriniens. Notre présentation s'articulera autour de 3 points. Premièrement, nous allons définir ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien. La deuxième partie s'étalera sur les différentes familles des perturbateurs endocriniens. Et la dernière partie va tourner autour des différentes origines des perturbateurs endocriniens. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. N'oubliez pas aussi d'activer la clé de notification afin d'être informé de toutes les autres vidéos qui vont suivre. J'espère que chacune d'entre vous est confortablement installé et prêt à faire ce petit voyage avec nous vers ce monde des perturbateurs endocriniens. Ainsi, nous sommes au premier point de notre présentation qui est qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? Il faut noter que à partir de 2021, nous avons un substantif qui s'est ajouté au mot perturbateur endocrinien qui est le mot nerveux. Donc, le monde scientifique utilise par moment le groupe de mots les perturbateurs endocriniens nerveux. Mais tout au long de cette présentation, nous utiliserons plus le groupe de mots les perturbateurs endocriniens. Un perturbateur endocrinien est un mélange de molécules chimiques d'origine aquatique, aérienne et alimentaire auquel un organisme est exposé. Ce mélange de molécules chimiques peuvent avoir des effets délétères sur cet organisme et même jusqu'à sa progéniture, ça veut dire sa descendance. Les perturbateurs endocriniens agissent à travers 6 axes hormonaux principaux que nous avons dans le corps humain. Nous avons l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien, l'axe hypothalamo-hypophyso-mammaire, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénal, c'est-à-dire les glandes surrénales, l'axe hypothalamo-hypophyso-hépatique, l'axe hypothalamo-hypophyso-rénal et l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Nous pouvons ainsi caricaturer cette définition de la manière suivante. Nous allons prendre 3 niveaux. Le premier niveau est appelé hypothalamus. Le deuxième niveau est appelé hypophyse. Et le troisième niveau est appelé glande. Le signal part généralement du cerveau. Et ce signal peut être interne ou externe au cerveau. Lorsque le signal part du cerveau, l'hypothalamus, qui est le premier niveau, à travers ses récepteurs, capte le signal, analyse le signal et envoie un autre signal à l'hypophyse qui, à travers ses récepteurs, capte le signal. Rappelons que l'hypophyse est le deuxième niveau, va analyser
encore ce signal et envoyer un autre signal au niveau des glandes qui, à travers les récepteurs, vont aussi produire les hormones, soit en quantité suffisante, soit en quantité insuffisante, afin de permettre l'hémostasie hormonale. En un mot, l'équilibre hormonal. Qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien va faire? Un perturbateur endocrinien va essayer de brouiller ou encore de troubler ou de perturber ce signal entre les différents niveaux qu'on appelle cascade de mouvement. Et imaginez-vous un signal qui part du premier niveau, qui doit atteindre le troisième niveau avant d'agir. Si ce signal est brouillé, il va de soi que le fonctionnement de notre organisme soit un peu troublé. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de la connexion Wi-Fi entre un modem et un ordinateur ou entre un modem ou un téléphone. Lorsque cette connexion est en forme, il va de soi que votre navigation soit opérationnelle. Maintenant, lorsque cette connexion n'est pas trop stable, bug, il va de soi que votre navigation aussi soit un peu bad. Un autre exemple peut être pris aussi par la reconnaissance entre une serrure et une clé. Lorsque la clé est défaillante, la serrure ne va pas reconnaître la clé. Et lorsque la serrure est défaillante, la clé aussi ne pourra pas rentrer au niveau de la serrure. C'est le même rôle que jouent les perturbateurs endocriniens lorsqu'ils s'interfèrent avec le système hormonal. Après cette définition du mot perturbateur endocrinien qui nous a permis de pouvoir maîtriser cette notion, nous passons directement, bien sûr, avec votre consentement, au deuxième point de notre présentation qui est les différentes familles des perturbateurs endocriniens. Ces différentes familles des perturbateurs endocriniens sont couramment appelées les 6P car elles sont toutes issues de la pétrochimie. Pourquoi 6P aussi? 6P parce que chaque famille commence par un P. La première famille des perturbateurs endocriniens. Cette famille est appelée les plastifiants. C'est sûr que vous avez entendu parler des plastifiants. Mais nous allons essayer d'aborder cette notion des plastifiants sous un angle scientifique. Nous avons deux types de plastifiants. Nous avons les plastiques durs ou biphénol A et les plastiques mous ou phtalates. Pour produire et favoriser la flexibilité de certains produits, certaines entreprises utilisent des biphénols A, un plastique dur, avec ses cousins, les biphénols B, biphénol E, biphénol F et biphénol S. Ces plastiques durs, lorsqu'ils sont ajoutés à un matériel, permettent, comme je le disais tantôt, à ces matériels d'être un peu mous. Les plastiques mous ou phtalates sont aussi ajoutés à certains matériels pour les rendre encore plus flexibles. À ce niveau, nous avons les plastiques mous qui sont dans des sachets d'eau, dans les bidons, dans les papiers aluminium, en un mot, au sein même de l'agroalimentaire. La surprise est la suivante. Nous avons, de par le monde, toute une multitude de recherches scientifiques qui ont prouvé ce qu'on appelle
les effets estrogéniques et androgéniques des plastifiants. Effet estrogénique, c'est-à-dire que l'oestrogène même a des carbones au nombre de 18, tandis que l'androgène a des carbones au nombre de 19. L'effet estrogénomimétique, c'est quoi? C'est lorsque certaines molécules issues des plastiques ont cette capacité de pouvoir se comparer, c'est-à-dire mimer l'oestrogène naturel qui se trouve au sein de l'organisme. Il en est de même aussi que certaines molécules des plastifiants ont aussi cette capacité de pouvoir aussi mimer les molécules d'androgène qui se retrouvent aussi au niveau de l'organisme. Donc, vous voyez que lorsqu'il y a interférence entre les différents types de plastifiants et le système hormonal, il va de soi que le fonctionnement de l'organisme en prenne un coup. La deuxième famille des perturbateurs endocriniens est appelée pesticides. Et j'en suis sûr et certain que ce mot pesticide est presque dans la bouche de tout le monde, peu importe le domaine. Les pesticides sont un ensemble de substances actives destinées à détruire les nuisibles. Lorsque les pesticides sont utilisés en agriculture, généralement, c'est pour lutter contre les herbes, herbicides, les insectes, insecticides, les champignons, fongicides. Les pesticides sont utilisés également pour le stockage des denrées alimentaires afin de chasser les parasites et les bactéries. Les pesticides sont utilisés pour l'entretien des espaces verts des voies publiques, sans toutefois omettre aussi l'utilisation des pesticides au niveau domestique, par exemple au niveau du jardinage, ou pour pouvoir aussi tuer les moustiques. Les pesticides sont également utilisés dans la santé publique afin de lutter contre certains vecteurs qui entraînent des maladies. Nous avons par exemple à ce niveau le paludisme, la dengue, la fièvre jaune. Une fois de plus encore, au niveau de la communauté scientifique, des recherches, et non les moindres, depuis des années, ont prouvé l'effet. Est-ce qu'on peut utiliser même le mot l'effet? L'impact. On plus prouvé l'impact des pesticides sur la santé. Et la molécule actuellement qui fait des gorges chaudes est appelée glyphosate. Et cette molécule de glyphosate a cette capacité d'être cancérigène. La troisième famille des perturbateurs endocriniens est appelée produits pharmaceutiques. Eh bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont avoir un petit couac en bon, les produits pharmaceutiques. Et oui, certains produits pharmaceutiques sont capables de s'interférer avec le système hormonal. Et il faut avoir en arrière-plan qu'une hormone est un messager chimique qui, produite par une glande et véhiculée par le sang, agit par distance sur les organes cibles. Il faut noter que la prise de médicaments avec le ventre vide est à proscrire. Nous demandons aussi à certaines femmes de faire attention aux contraceptifs hormonaux, car certains contraceptifs hormonaux peuvent troubler le fonctionnement ou
jouer sur l'équilibre hormonal. Le dernier cri d'alarme va vers les femmes gestantes, c'est-à-dire les femmes qui sont enceintes. Une femme gestante ne doit pas prendre un médicament sans l'aval d'un médecin ou d'un spécialiste en santé humaine. Parce que les 1000 premiers jours de la grossesse sont très capitales. Et les scientifiques parlent de la fenêtre d'exposition fatale. C'est-à-dire que ces 1000 premiers jours sont très importants, car c'est durant ces 1000 premiers jours de la grossesse que les hormones vont permettre la mise en place de façon coordonnée et ordonnée de certains organes de l'embryon. Donc, c'est clair et net que lorsque, durant cette période, les perturbateurs endocriniens arrivent à interférer avec le système hormonal de la maman, nous pouvons avoir la programmation de certaines pathologies depuis les entrailles de la maman. C'est-à-dire que quoi? Les perturbateurs endocriniens sont capables d'induire des pathologies chez un embryon, mais ces pathologies vont plus se révéler à l'âge adulte. Et c'est un concept qui existe bel et bien il y a de cela quelques années. Ce concept prend le nom de origine développementale de la santé et des maladies. La quatrième famille des perturbateurs endocriniens est appelée parabènes. Les parabènes sont des substances chimiques généralement ajoutées pour permettre à certains produits d'être protégés des bactéries, des microbes ou des parasites. À ce niveau, nous avons l'ajout du parabène dans la plupart des boîtes de conserve, au niveau aussi des médicaments, au niveau de l'agroalimentaire, afin de protéger ces médicaments et aussi les êtres humains contre les infections bactériennes et microbiennes. La cinquième famille des perturbateurs endocriniens est appelée polybromés ou encore retardateurs de flamme. Les polybromés sont aussi ajoutés à des matériels, que ces matériels soient dans nos bureaux, à la maison, dans nos entreprises, pour que ces matériels soient encore plus résistants au feu, afin que ces matériels ne s'enflamment pas rapidement. La dernière famille des perturbateurs endocriniens est appelée les perfluorés, qui sont des composés poly et perfluoroalkylés. Encore appelés PFAS, PFOA, PFOS, les perfluorés sont utilisés dans une grande gamme de consommation courante. Les perfluorés sont des anti-taches, des imperméabilisants, des anti-adhésifs qui peuvent être additionnés à n'importe quel type de matériel. Nous avons comme exemple l'utilisation des perfluorés dans certains ustensiles de cuisine, notamment les anti-adhésifs sur les poêles que nous utilisons au niveau de la cuisine. Après avoir parlé de ces différentes familles des perturbateurs endocriniens, nous passons au dernier point de notre présentation,
qui s'articulera autour des différentes origines des perturbateurs endocriniens. La première origine des perturbateurs endocriniens est l'origine aérienne. Notamment, pour parler d'une origine aérienne, on va parler de l'air. Donc, vous devinez en même temps que nous avons un mélange de molécules chimiques qui se retrouvent dans l'air que nous respirons. Les scientifiques parlent plus, dans notre jargon, de l'effet cocktail. L'effet cocktail veut dire quoi? Ce mélange dont je viens de dire tout de suite, un mélange de molécules chimiques qui est dans l'air. Malheureusement pour nous, lorsque ces molécules sont inhalées, nous avons au niveau des capillaires pulmonaires un échange direct entre ces molécules et le sang. Les sous-groupes de molécules qui se retrouvent dans l'air que nous respirons sont: le premier sous-groupe, nous avons les composés organiques semi-volatiles ou encore les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Généralement, ce premier sous-groupe provient de la combustion complète et incomplète des produits mélangés et des rejets industriels. Le deuxième sous-groupe est dénommé les gaz. Les gaz composés de CO2, NO2, SO2, le O3 sont généralement issus des véhicules à 2 roues, à 3 roues, à 4 roues et même plus. Le troisième sous-groupe des molécules se retrouvant dans l'air que nous respirons, nous les appelons les particules de poussière, encore appelées PM, c'est-à-dire grand P, grand M. À ce niveau, nous avons les PM1, les PM2,5, les PM10. Ça veut dire que les particules de poussière ont des tailles d'hygromètre variant de 1 à 10. Mais celles qui sont plus dangereuses sont les PM2,5 et les PM10. Et selon le pays, la saison, plus les variabilités climatiques et météorologiques, ces effets des PM peuvent parfois être catastrophiques. Le dernier sous-groupe des molécules chimiques qui se retrouvent dans l'air que nous respirons est appelé les métaux lourds. Eh bien, certains articles scientifiques ont identifié certains métaux lourds comme pouvant être des perturbateurs endocriniens. Il s'agit du plomb, du cadmium, du nickel, du chrome, du mercure et de l'arsenic. Il faut noter que pour cette origine aérienne des perturbateurs endocriniens, nous avons une limite acceptable de concentration qui a été stipulée par l'OMS. Lorsque cette limite acceptable n'est pas dépassée, ça va. Mais lorsque cette limite acceptable est dépassée, il y aura des conséquences, que ce soit à court, à moyen et à long terme. Et selon les pays, ces limites acceptables existent. Il suffit seulement de vous documenter pour pouvoir comprendre. Après l'origine aérienne des perturbateurs endocriniens, nous passons à l'origine alimentaire des perturbateurs endocriniens. L'origine alimentaire des perturbateurs endocriniens se base plus sur l'utilisation des pesticides. L'utilisation des pesticides, qu'ils soient homologués ou non homologués, peuvent se retrouver dans nos assiettes. En Afrique, précisément en Afrique de l'Ouest, la plupart des populations ont une vocation agro-silvo-pastorale.
plus l'agriculture. Par moment, 80% de la population même s'adonne à l'agriculture. Mais malheureusement, cette population n'a pas un niveau intellectuel assez important afin de pouvoir respecter les conditions d'utilisation de ces produits phytosanitaires. Le respect de l'utilisation des produits phytosanitaires protège même les producteurs, les consommateurs et surtout l'environnement. Ensuite, nous avons aussi la qualité de l'huile qui est à priser chez les hommes. Parce que la mauvaise qualité de l'huile, d'une part, elle est cancérigène et d'autre part, l'huile est responsable du développement et de la maturation de nos organes sexuels mâles ou encore les cellules sexuelles mâles que sont les spermatozoïdes. Tout récemment encore, il y a eu une publication sur la présence des POP. POP, c'est plus un terme scientifique, mais attendez par POP, polluants organiques persistants, dans le lait maternel. Je dis bien dans le lait maternel. Nous avons aussi une grande gamme de variétés de pesticides qui sont utilisés au niveau de l'agriculture, à savoir les insecticides, les herbicides et les fongicides. En plus de l'utilisation abusive de ces pesticides, nous avons aussi le délai de sécurité qui n'est pas respecté par nos producteurs. Le délai de sécurité, c'est quoi? C'est le délai d'attente entre le pompage des spéculations et le jour de la récolte. Ce délai n'est pas respecté. Ce qui fait que tout ce mélange d'éléments chimiques peuvent se retrouver dans nos assiettes et ainsi donc interférer avec le système hormonal. La dernière origine des perturbateurs endocriniens est appelée origine aquatique. L'eau, c'est la vie, dit-on. L'eau est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme, car l'eau permet de réaliser le métabolisme à travers le catabolisme et l'anabolisme. Nous avons la plupart de certains pays d'Afrique qui ont une alternance de saisons. Et durant les saisons pluvieuses, nous avons l'eau de ruissellement qui est drainée. Et dans ce drainage peut passer par certains sites miniers, qu'ils soient industriels ou artisanaux, et aller se trouver dans un point d'eau. En plus de ça, l'utilisation abusive de certains pesticides au point de certains points d'eau vont faire que nous avons ce qu'on appelle dans l'eau une bioaccumulation ou une bioconcentration des pesticides. Et cette bioaccumulation et cette bioconcentration peuvent jouer même sur la vie de ces animaux aquatiques en essayant de faire varier les paramètres de l'eau tels que la turbidité et la conductibilité. Et imaginons de plus que cette eau, lorsqu'elle est utilisée dans la culture de contre-saison et dans la culture maraîchère, il va de soi que la limite acceptable de résidus ou bien la limite maximale de résidus pouvant se contenir dans les spéculations vont, au lieu de nous nourrir afin que nous puissions avoir
une bonne santé peut au contraire nous causer certaines maladies. Nous sommes à la fin de cette présentation que j'espère importantissime pour vous, car il va de soi pour revoir notre comportement et interaction avec l'environnement. En un mot, la santé environnementale. Cette prise de conscience, comme je l'ai dit au début de la présentation, est de prime abord individuelle avant d'être collective. À bientôt pour d'autres aventures. En attendant, prenez soin de vous. Les perturbateurs endocriniens ou hormonaux sont une réalité et sont à prendre en compte dans toutes les décisions futures. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. J'ai été ravi de passer ce petit moment avec vous afin que vous puissiez prendre en compte ces éléments pour avoir un très bon départ pour la nouvelle année qui s'annonce. Bye bye, à bientôt.